avec d'autres outils et d'autres solutions qui vont donner un peu plus de fonctionnalité et de puissance. Et avec Pauline, on a échangé il y a 15 jours sur en fait l'importance de la data au sens général dans un CRM, puisqu'un CRM n'est pas uniquement pour faire du reporting à sa direction générale, plus exactement, mais qui est souvent à utiliser aussi sur d'autres fonctionnalités et de pouvoir avoir de la donnée, que ce soit de la donnée de KPI qui vont pouvoir faire des analyses pour optimiser tout ça. Donc voilà, on avait décidé d'en parler, de faire un webinaire dessus. Peut-être, Pauline, tu peux nous présenter un petit peu ce que fait Ringover, et puis après, je parle un petit peu en intro rapide. Bon, déjà, on est ravis de vous avoir. Effectivement, on est ensemble jusqu'à 15 heures. Et comme le disait Denis, en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour parler d'un CRM plus efficace, également de call calling, de call mailing. Et on finira dans un dernier temps sur la partie RGPD qui nous concerne tous. Donc aujourd'hui, Ringover, puisqu'en l'occurrence, je suis manager des ventes chez Ringover. Donc, j'encadre et j'anime une équipe de commerciaux ou business développeurs dont l'objectif principal est aller d'acquérir de nouveaux marchés et surtout de conquérir de nouveaux prospects. Donc, au quotidien, nous utilisons le téléphone aujourd'hui comme levier, puisqu'on en parlait avec Denis juste avant, avec le télétravail de plus en plus présent et puis les conditions sanitaires actuelles, la prospection physique, en tout cas, se fait rare. Donc, le téléphone reste le bon moyen, en tout cas aujourd'hui, pour prendre de l'information et prendre des rendez-vous. Et chez Ringover, aujourd'hui, on est éditeur de logiciels SaaS et opérateur télécom depuis plus de 10 ans. Et donc, on propose aujourd'hui une solution de téléphonie d'entreprise qui s'intègre à vos outils métiers et donc à votre CRM pour vous permettre pas mal de fonctionnalités, mais on en reparlera un peu plus tard. Merci, Pauline. Alors, Drop Contact, en fait, je suis le CEO de Drop Contact. Nous, on a une particularité, c'est de s'occuper de la problématique des contacts au sens général, en termes de qualité, de clean de data, d'enrichissement de data, puisqu'on est une des solutions qui est aujourd'hui reconnue comme presque la référence de la solution pour trouver les emails, entre autres, et on ne fait pas que ça, on va beaucoup plus loin que ça. Et puis aussi de détecter les doublons directement dans les CRM et de les fusionner automatiquement. En fait, ça fait partie des différents peines sur lesquels les commerciaux et les bizdev et même les équipes marketing passent énormément de temps, qui n'a pas de plus-value intellectuelle en fait dessus. C'est un travail qui est très laborieux. Et comme il est souvent laborieux, souvent négligé, et du coup, il y a beaucoup de répercussions sur ce qu'on peut faire après, c'est-à-dire sur de l'envoi d'emails, sur le fait d'avoir des doublons où on a plusieurs personnes dans l'équipe qui travaillent la même personne parce qu'il y a des fiches différentes, pose un certain nombre d'inconvénients. Et donc, l'idée, c'est de travailler directement dans le CRM pour faire ça, ce que fait Drop Contact. Et Drop Contact le fait aussi lorsque vous avez des fichiers à enrichir en parallèle de type fichier Excel. Je te propose, Pauline, de commencer directement sur notre premier thème que nous avions mis dans notre plan, qui était les bonnes pratiques en fait, pour un CRM efficace. À la limite, je te laisse un peu commencer dessus, puis je reprendrai la suite si juste tu peux exprimer bien sûr. Important sur ce qui est bonne pratique en fait, pour un CRM efficace. Donc aujourd'hui, effectivement, chez Ringover, nous utilisons Salesforce, qui est aujourd'hui connu pour être un CRM assez complet, même hyper personnalisable. Donc, du coup, on a essayé de le peaufiner pour faciliter au quotidien la vie des business développeurs, qui sont plutôt, effectivement, comme tu le disais, avec les équipes marketing, les principaux users du CRM. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille sur des comptes, mais également des contacts. Et la véracité des informations saisies dans le CRM est capitale pour nous, parce qu'elles nous permettent effectivement de contacter la bonne personne au bon moment, de se mettre des tâches de rappel. Donc aujourd'hui, on va dire que l'avantage avec Ringover en tout cas, c'est que tous les logs d'appel de SMS remontent dans votre fiche contact, ce qui nous permet du coup d'avoir une approche client beaucoup plus précise et de pouvoir surtout relire l'historique. Je vais en quelques secondes, l'objectif c'est juste de vous présenter un petit peu, du coup, une fiche Salesforce chez nous. Est-ce que vous voyez bien mon écran, Denis? Ouais, super. Du coup, donc ça, c'est Salesforce. Je pense que vous êtes nombreux à l'utiliser, mais cette fonctionnalité est également due, en tout cas, est optimale sur d'autres CRM, type Zendesk, Celsi, HubSpot, Pipedrive ou autres. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que je suis effectivement sur un compte, comme celui-là, je vais donc dans le contact de ce compte et je vais pouvoir retrouver à la fois tous les appels sortants, avec la réécoute possible de tous les logs d'appels. Et également, en l'occurrence, celui-là était sympa, j'ai eu un bon contact avec lui, j'ai noté à l'issue de mon appel un petit commentaire, et donc du coup, je peux le retrouver sur la fiche de mon CRM. Idem pour les SMS envoyés,
Ce qui vous permet en fait en simultané et en instantané d'avoir toutes les informations que j'ai saisies après mon appel, avec ce qu'on peut appeler l'after call, où j'ai quelques secondes comme ça, après avoir eu un interlocuteur au bout du fil, pour noter et taguer des informations capitales. Et là, effectivement, j'ai également l'historique des SMS. Donc, toute cette partie-là, aujourd'hui, de synchronisation des informations, nous permet d'avoir, du coup, beaucoup plus de data et surtout de s'assurer de la véracité de ces derniers, quoi. Et du coup, quand tu passes un appel, tu disais ça en fait, j'ai pas bien suivi, mais du coup, ça enregistre la conversation? Exactement. Quand tu passes un appel, Mmh. quand tu passes un appel, effectivement, tu as l'enregistrement de tous les calls que tu fais. Alors, bien sûr, hein, chaque utilisateur de l'entreprise peut avoir des accès ou des permissions, et ça, c'est paramétrable, parce qu'on appelle un administrateur qui va décider déjà si oui ou non les calls peuvent être enregistrés. Mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui nous permet surtout quand on a des calls qui sont très complets, qui peuvent être longs. On a d'ailleurs dans nos clients des cabinets d'avocats ou en tout cas des cabinets RH qui à un moment donné, ils ont tellement d'appels dans la journée, ils ont tellement de contenu d'appels que le vieux bloc-notes se remplit très vite. Et donc du coup, il faut saisir tout de suite les informations capitales sur le candidat ou sur le client. Et ensuite, en simultané, ça se synchronise automatiquement avec ton CRM. D'accord. Et du coup, tu peux aussi filtrer sur le fait que lorsqu'il y a des non-réponses, ça soit pas enregistré, que tu aies juste l'enregistrement, entre guillemets, Ah, bien sûr, pas de la note bien sûr. vocale, mais juste le fait que tu aies passé un appel. Bien sûr, tu peux également omettre juste les messageries. Tu peux choisir, de toute façon, après, ça dans notre outil, on a aussi des statistiques poussées qui sont liées aux appels, justement, où tu peux exclure les appels de X secondes ou n'avoir que les appels de telle seconde. Mais en tout cas, vraiment, cette force-là aujourd'hui, c'est qu'on peut enfin avoir des informations concrètes et qui enlèvent justement, on va dire, à l'humain, cette responsabilité de devoir aller saisir constamment. Tu en parlais tout à l'heure avec Drop Contact aussi. C'est vrai que c'est doublons, la gestion des doublons, aller saisir. Il y a tellement d'informations à saisir sur un prospect demain et on en demande tellement à un sales en étant manager aujourd'hui qu'il faut lui libérer ces tâches-là. Et toutes celles qui aujourd'hui ne sont pas productives ou du moins ou sur lesquelles il y a une marge d'erreur possible, il faut automatiser. Et donc cette automatisation de log d'appel, de log de SMS, les notes, les tags, toutes ces informations-là, le fait qu'elles soient recordées automatiquement, ça nous simplifie la vie au quotidien. Okay. Et surtout, si je peux me permettre de rebondir, le client est satisfait aussi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'appeler n'importe quelle société, de passer 45 minutes d'attente avant d'avoir un interlocuteur qui te dit que tu t'es trompé de service. Du coup, tu es renvoyé vers un autre service. Tu dois réexpliquer ton problème. Là aussi, aujourd'hui, du coup, avec Ringover et nos intégrations avec les outils métiers, on a automatiquement la remontée de la fiche. Donc, je vois tout de suite qui m'appelle. Là, je verrai Denis Cohen m'appelle. Il travaille chez Drop Contact. Je l'ai eu déjà 3 fois au téléphone. On a eu déjà 10 SMS échangés. Et en 1 seconde, je peux déjà voir tout l'historique de nos interactions. Et donc, en termes de service client, c'est beaucoup plus appréciable. Par contre, si je t'appelle sur mobile, ça ne fait pas ça, Pauline, quand je t'appelle sur mobile. Ça ne te remonte pas. Alors, sur l'app. Je t'appelle sur ton mobile à toi. Alors, sur mon mobile à moi, non, ça ne marchera pas. Mais on a une application mobile, donc Ringover. Donc, en l'occurrence, c'est possible. Ok. Moi, je rebondis effectivement sur ce que tu disais sur l'enregistrement et je trouve ça assez performant et cool sur 2 choses. Un, effectivement, de bien avoir les statistiques et de pouvoir filtrer pour savoir qui a été appelé, qui n'a pas été appelé. Et moi, je viens du monde du sondage téléphonique où d'ailleurs j'avais un institut de sondage avec 150 positions d'enquêteurs téléphoniques et c'était quelque chose sur lequel on travaillait beaucoup parce que pour le coup, la productivité est extrêmement importante et on arrivait à gagner beaucoup de temps avec ça. Donc ça, je trouve ça bien. Je trouve ça aussi très, très bien le fait de pouvoir enregistrer un certain nombre de conversations sur 2 aspects. L'aspect lorsqu'on a besoin de réécouter et un autre aspect aussi que je trouve vraiment bien dans la formation des équipes. Parce que ça, je ne sais pas, enfin, j'imagine chez Ringover, vous devez le faire peut-être 1 fois par semaine ou lorsque tu as des nouveaux arrivants qui onboard justement pour faire des réécoutes, pour l'aiguiller sur ce qui peut améliorer, etc. Donc, je pense que c'est des fonctionnalités qui sont extrêmement pertinente. Complètement. Là, peut-être tu peux nous faire un retour justement sur l'accompagnement et la formation et comment tu peux monter les équipes en compétences en faisant de la réécoute en fait. Complètement. Aujourd'hui, tu sais, chaque utilisateur a sa propre interface Ringover avec son mot de passe et son identifiant. Donc, c'est un URL, puisqu'on est sur de la téléphonie VoIP, ce qui te permet du coup de pouvoir en plus téléphoner avec le numéro de ton entreprise où tu le souhaites. Et du coup, il y a effectivement toute cette réécoute des appels, des logs ou même des appels en cours. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait un petit peu ce matin. Parce que du coup, pour revenir, bon là, j'anticipe sur le call calling, mais on a fait une session de call calling justement avec toute mon équipe. Donc, on était 13 sales qui, pendant 2 heures ce matin, avons appelé justement des prospects, des clients, pour accroître la notoriété de Ringover et puis tout simplement être plus au courant sur les projets en cours de nos entreprises.
clé en tout cas. Et puis, moi, je me suis mise en double écoute tout de suite, c'est-à-dire que je voyais les appels en cours, bien sûr avec l'accord de mes sales, et je me mettais en double écoute et on pouvait échanger ensuite sur les best practices, qu'est-ce qui a marché, mince, là j'ai eu un barrage de standard. La standardiste m'a demandé, bon, c'est pour quel sujet, c'est pour quel motif, la personne n'est pas dispo, merci de me rappeler. Ou le bénéficiaire ou le signataire n'est pas disponible, merci de m'envoyer un mail ou une plaquette commerciale à Ringover, à je ne sais quoi. Donc, toutes ces choses-là qui nous permettent en temps réel d'écouter, de pouvoir soutenir le sales, de pouvoir lui chuchoter d'ailleurs des choses dans le casque en lui disant, écoute là, si j'étais toi, j'irais plus vers ce point-là ou vers ce point-là. Et ça, c'est une vraie force. Et même entre eux, de toute façon, ils s'écoutent aussi. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que dès qu'il y a des nouveaux arrivants, tout de suite, ils montent sur des démos, ils montent sur du call calling. Et ça, c'est une vraie force, effectivement, du produit aujourd'hui en termes d'accompagnement et de formation des équipes. Alors, moi, il y a un truc, un sujet qui est un sujet vraiment qui est très important pour moi. Et j'ai toujours remarqué, enfin, je remarque toujours à l'heure actuelle, qu'il n'y a pas de formation sur ça. C'est que les gens savent utiliser en fait un CRM pour remplir les fiches plus ou moins bien, savent utiliser un certain nombre d'outils, etc. Et donc, les forces commerciales utilisent vraiment plutôt bien les CRM. Mais il y a un point qui est le point de défaut où on ne trouve pas de formation là-dessus. C'est par exemple que ce soit dans les écoles de commerce ou dans les formations un peu rapides que peuvent, enfin rapide, c'est un bon critère chez moi. Je pense à Human School, à Rocket School, à Iconoclast. Même dans ces formations-là qui te forment des équipes en 3-4 mois pour des montées en compétences sur du gros fax, sur du call d'email, sur du call calling, etc. Il y a un point qui est toujours le point faible, c'est qu'on ne forme pas les gens du tout au compte-rendu des appels. Et les comptes-rendus des appels, pour moi, c'est un point crucial en termes de données et valeur de données. Parce que le CRM, ce n'est pas uniquement pour gérer ses rendez-vous, pour gérer ces volumes de prospects et pour gérer le pipe, qui sont des points extrêmement importants, mais c'est aussi pour pouvoir re-rentrer dans une fiche très rapidement et comprendre le contexte. Et reprendre le contexte, pour moi, c'est, tu vois, si j'ai un appel, eh ben, quand je clique sur la fiche, je dois être capable, en lisant quelques bullet points, d'avoir ça. Et je trouve que c'est un point très, très manquant dans beaucoup, beaucoup de CRM, que ce soit, et là, je pense que les Head of Sales devraient peut-être accélérer ce mouvement-là, de faire une sorte de modèle. Nous, c'est ce qu'on a fait. On utilise des raccourcis clavier. On a une solution. Alors, on est sur Mac, donc on a une solution qui s'appelle Alfred, mais il y en a plein d'autres, qui permettent de faire des raccourcis clavier qui vont te coller directement un modèle de compte rendu. Tu peux le faire aussi sur Salesforce. Il y a d'autres choses où tu peux le faire. Où tu vas mettre, par exemple, Next Step, et tu vas mettre les éléments de contexte qui sont importants pour toi en termes de texte, parce que tu peux avoir des sales ou des inside sales, en fait, qui vont soit ne rien mettre, pas te mettre d'informations écrites. Donc, tu n'as pas de synthèse, tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Donc, la personne qui va reprendre, ou même lui, quand il va revenir dessus, va plus savoir exactement ce que c'est. Puis le deuxième élément, tu vas avoir des gens qui vont faire des romans où tu vas avoir un pavé, en gros, c'est quasiment une biographie avec plein de choses qui n'ont pas de pertinence. C'est toujours très compliqué de trouver le juste milieu. Et nous, en tout cas, ce qu'on a mis en place, et même j'ai fait des formations sur pas mal d'entreprises sur ce sujet-là, c'est vraiment de faire un modèle. Draft. C'est une très bonne idée. De faire en fait un modèle avec les 5-10 points selon ton cas de figure, mais il ne faut pas en mettre trop. Il faut qu'en fait, ton sales, quand il a fini son call, il puisse très rapidement, et comme tu le disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça prenne trop de temps non plus, mais remettre des éléments de contexte qui vont donner les éléments clés. Et ces éléments clés, en fait, sont toujours réutilisables dans le temps, que ça soit lui ou d'autres personnes. Tu regardes une fiche et c'est très rapide. Et il y a deux niveaux pour moi. Il y a les informations qui sont du texte et dans ce contexte-là, dans ce type de modèle. Et il faut aussi que tu aies des champs personnalisés qui vont concerner des axes clés sur tes cibles. Par exemple, nous, un point qui est important dans notre CRM, c'est de savoir le CRM de l'entreprise avec qui on est en contact. Donc, on va demander, tu vois, quand on va faire notre passe de départ, on va demander, vous utilisez quel CRM? Quand la personne nous dit Salesforce ou pas Salesforce, du coup, on fait un clic et on a la liste qui est déjà déroulée et on peut cliquer le bon CRM. On fait ça sur les CRM, on fait ça sur les outils de scrapping qu'ils utilisent, on fait ça sur une maturité, en fait, en termes d'acquisition. Dessus, on a des échelles en fait d'acquisition par rapport à ça. Tu vois, tu peux faire des petites échelles avec des étoiles ou avec des chiffres comme tu veux, peu importe. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que pour le coup, c'est réutilisable en masse. Et donc, tu peux dire, tiens, on vient de sortir une nouvelle version ou une mise à jour de, je sais pas, sur Pipedrive. Eh bien, tu peux retrouver tous tes prospects qui sont sur Pipedrive, qui avaient un niveau de maturité suffisant, etc. Et donc, tu vas pouvoir adresser en fait des messages, soit d'emailing, soit de nurturing, soit de call email, soit d'event, etc.,
qui sont ciblés. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus. On est passé d'un monde où on faisait de la masse à un monde de l'hyper-personnalisation. Donc, c'est extrêmement important. Donc, pour moi, il y a ces deux axes qui sont en complément de ce que tu évoquais sur les enregistrements. C'est le fait d'avoir des champs custom qui correspondent vraiment à des critères importants pour ton entreprise dans le ciblage que tu vas pouvoir réutiliser et dont l'équipe marketing va pouvoir utiliser et sur lequel il faut que nos sales, en fait, rentrent les informations et le compte-rendu d'appel. Et moi, je suis vraiment un fou furieux sur le fait que les comptes rendus doivent être faits et que ça va être très synthétique. C'est le sujet, c'est que ça ne doit pas être vraiment barbant, ça doit vraiment être synthétique. Ça a beaucoup de valeur. Ce n'est pas juste le fait de dire j'ai fait un appel d'un mec il y a un mois, ok, super. Et le mec est RAS, enfin rien à signaler, tu vois. C'est vraiment pour moi, c'est quels sont les next steps, comment on engage les personnes. Je ne sais pas ce que tu penses un peu de cette approche-là, toi, ou si tu as des expériences dessus. Écoute, premièrement, je suis complètement en phase et en lien avec toi parce que même moi au quotidien, par exemple, je retrouve parfois des notations d'anciens sales parce qu'effectivement, forcément, on a une boîte en croissance, on recrute beaucoup. Là, on est aujourd'hui 130 collaborateurs, on était encore 45 il y a un an. Donc du coup, qui dit recrutement massif dit qu'aussi, forcément, il y a du passage et de par ce fait-là, des fois tu récupères des comptes, il y a des échanges de comptes, on attribue des nouveaux propriétaires et donc quand tu vois les notes, ne serait-ce que le titre. Denis, le titre, il y en a qui mettent note 1, note 2, note 3, note 4, d'autres qui mettent appel 1, appel 2, appel 3. Et effectivement, on se perd dans cette annotation, on comprend pas toujours le fil rouge et surtout les gens en général, j'ai l'impression quand je parle des gens, je parle des sales, ils notent pour eux. Au lieu de se dire, tiens, je vais noter pour celui qui va venir après ou pour n'importe qui d'autre d'ailleurs qui serait susceptible en quelques secondes de comprendre quel a été le motif de mon appel et surtout ce qu'il en est ressorti. Donc, tu as entièrement raison sur le fait qu'il faut beaucoup plus encadrer en tout cas les équipes et les accompagner dans des drafts potentiels aussi pour que tout le monde du coup s'exprime de la même façon aussi. Moi, j'aime bien le côté uniformisation. Et effectivement, le deuxième point que tu as abordé, qui est capital pour moi, c'est de déterminer aujourd'hui dans votre activité, donc là je m'adresse à notre audience, en fonction du produit ou du service que vous proposez, il faut savoir quelles sont entre guillemets les 3 questions clés à poser pour rapidement détecter les besoins du coup de votre entreprise ou de votre prospect. Et pour ça, nous par exemple, il y a également les outils métiers. Pas que les CRM, mais les outils métiers. Et puis, il y a aussi l'opérateur téléphonique. Forcément, vous êtes chez quel opérateur téléphonique aujourd'hui et est-ce que vous êtes engagé? Et ça, c'est 3 informations capitales. Une fois qu'on les a et qu'on les a bien saisies sur la fiche contact, on va, comme tu le disais, pouvoir avoir une personnalisation beaucoup plus poussée avec effectivement des actions de ciblage faites par le marketing ou même par le sales lui-même. Mais ça, c'est très, très important. Tu as raison de le souligner. Ouais. Ouais, parce que vraiment, ça s'utilise et aussi bien au niveau du marketing pour préparer et aussi bien sur les sales. Et oui, moi quand je fais des interventions en fait à Iconoclast, Human School et Rocket School, et avec Iconoclast, on en fait et souvent ils nous font derrière une session de call, mais tu as 80 personnes qui pendant 2 heures font des calls. Arrête, je vais chez eux le 25 mai. Voilà, donc c'est un peu une boucherie. Parce que là, tu as du gros volume, etc. Et justement, le point qui est toujours un peu délicat, parce qu'ils sont quand même en formation, c'est justement la qualité de noter l'information du compte-rendu en 2-3 mots, parce que ça a quand même beaucoup de valeur, parce que tu as beaucoup de monde. Et c'est un point qui est vraiment important à travailler en amont. En tout cas, dessus, c'est un point. Est-ce que tu veux qu'on réponde aux questions au fil de l'eau? Je pense que ça donnerait peut-être un peu de dynamique. Oui, complètement. Plutôt que tout faire à la fin. Non, je suis d'accord. C'était Philippe Fouché qui demandait si c'était légal d'enregistrer les call calls. Comment tu fais du coup avec tes prospects? Comment vous passez ce cap-là? Au niveau des prospects, oui. Donc, en l'occurrence, bien sûr, Ringover est conforme à RGPD aujourd'hui. Donc, pour tous les enregistrements des appels, c'est parfaitement légal. Et donc, en l'occurrence, ils sont supprimés dans la durée, en tout cas, qui est aujourd'hui autorisée. On prévient de toute façon, bien entendu. Vous le savez d'ailleurs, ça doit vous parler aujourd'hui quand on appelle n'importe quel service et qu'on nous dit vous êtes susceptible d'être enregistré. Si vous ne le souhaitez pas, tapez sur la touche étoile ou autre. Donc, bien entendu, tout ça est parfaitement conforme RGPD. Et du coup, comment tu le fais quand tu es en prospection, en fait? Parce que ça doit être délicat de dire bonjour, je vous appelle et tu commences ton entretien, puis tu dis au fait, j'ai oublié de vous dire, on est enregistré ou comment ça se passe? C'est quoi la bonne pratique là-dessus? Je sais pas du tout. Écoute, c'est un très bon point. En l'occurrence, on leur dit qu'effectivement, l'appel est enregistré et que s'ils ne souhaitent pas, en tout cas, qu'on garde une trace, ils peuvent nous le mentionner. Mais encore une fois, sur l'appel sortant, sur du B2B, de toute façon, c'est autorisé. Ce qui est différent sur le B2C, bien sûr. Mais en tout cas, aujourd'hui, en B2B, c'est autorisé. Donc, nous, effectivement, en termes de bonnes pratiques,
que voilà, et puis par respect pour nos interlocuteurs, on le suggère souvent. Néanmoins, c'est parfaitement légal, oui. Donc, c'est Ok. conforme RGPD. Ok. Sur Moi, le c'est vrai, B2B uniquement. ouais. Moi, c'est vrai que j'aurais une astuce, hein. Ça serait de dire, et je trouve en plus c'est un côté un peu sympa, de dire bah, là je suis en formation, l'appel va être enregistré, tu vois, ça peut être un truc un petit peu Alors cool. ça, ouais, effectivement, Ouais, tu as pour les entièrement raison. prévenir en Puis tout cas. surtout, on n'a pas parlé de la visio jusqu'à présent, mais tu vois, là, Ouais. on est tous les deux en visio et on fait pas mal de visio. Donc, il y a de plus en plus d'écrans aussi qui sont entre le prospect, les clients et nous-mêmes. Et c'est vrai que même moi, des fois, je monte sur des démonstrations avec écran partagé, puisqu'on a notre outil en interne. Et du coup, je dis, bon, ben voilà, je suis là à titre de formation. Mais en général, c'est plutôt bien pris, hein. Les gens sont hyper bienveillants. Donc, on se présente. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une demande parfois de vraiment de retrouver ce lien, en fait, ce contact, Et parce que ça se perd. ouais, est-ce que tu trouves pas justement, de ton impression et puis de tous les retours du volume de clients, parce que je crois que vous avez quand même un tout petit peu de clients, que depuis effectivement la crise sanitaire, le télétravail, etc., qu'il y a une augmentation en fait des demandes et une relation peut-être plus cool. Moi, j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais à ma petite échelle, j'ai le sentiment que les relations en visio, en webinar, en appel téléphonique sont plus cool qu'avant. Ouais. Est-ce que tu as un peu ça aussi Ah ouais, j'ai complètement le ressenti. Et pourtant, quand on parle de cold calling, qui à la base, on va pas se le cacher, c'est la bête noire de tout commercial. C'est dur de se lancer, c'est éprouvant, il y a beaucoup de barrages. Mais aujourd'hui, maintenant, entre guillemets, on y a été un peu obligé parce qu'on Mhm. pouvait plus aller prospecter, on était confinés et puis on a tous dû un peu s'y mettre. Et du coup, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je trouve que l'approche est de plus en plus délicate et la réception aussi est appréciée. Mhm. Et par la visio aussi. Alors peut-être parce qu'effectivement, il y a parfois des petits cas particulier. Combien de fois ça m'est arrivé d'être en rendez-vous avec des prospects ou des clients qui ont un bébé sur sur les jambes, par exemple, ou des gens que, en fait, tu vois dans leur intimité, quoi. Donc, effectivement, je suis d'accord. Ça crée même moins de barrières. Alors qu'un rendez-vous physique, par exemple, dans un bureau, où tu as tendance à être habillé, en tout cas au niveau professionnel, casual, chic, si je pourrais me permettre, avec ta petite mallette, ah ben là, quand tu es en visio, tu es toi-même, il n'y a que toi. Mhm. Et tu es en plus dans un cadre, quand tu n'es pas au bureau, qui est plutôt privé. Donc, Ouais. effectivement, l'immersion comme ça est beaucoup plus facile et beaucoup plus souple. Tu as raison. Ouais, je trouve que la relation est différente en fait. Mm. Et d'ailleurs, ça me fait penser quand il y avait le tout premier confinement, on bossait avec des prospects à l'époque qui sont clients maintenant, et ils étaient 4 personnes. Et donc, tout début du confinement, les visios, les mecs étaient en cravate, la chemise, le costume, clean, les nanas étaient maquillées, tout bien. Tu vois. En un mois et demi, il n'y avait plus rien. Le mec était plus rasé, tout le monde était en t-shirt, les nanas étaient plus maquillées. Enfin, c'était assez rigolo de voir comment sur cette période qui était une période compliquée pour tout le monde, en une période de 2 mois, en fait, le rapport avait changé. Tu vois, et du coup, il y avait effectivement une proximité. Il y a, je trouve, une proximité qui est plus forte aujourd'hui. Alors, peut-être pas dans tous les secteurs d'activité, je ne sais pas. Bien sûr. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une proximité qui a un petit peu changé dessus. Euh, Après, ce qui est difficile, la seule partie, je dirais, dans le cycle de vente, là, je parle aussi à tous les participants de ce webinaire. Ce qui est difficile, c'est quand tu regardes ton cycle de vente, il y a forcément avant le bon de commande, par exemple, la négociation. Et tout ce qui est négociation, par exemple, par contre, est plus difficile quand c'est par visio et surtout que la plupart des gens, ouais. parfois, ne mettent pas leur caméra. Donc toi, tu es seul à mettre ta caméra, tu te sens un petit peu seul. Et comment à ce moment-là, tu arrives à engager une discussion sur une négociation tarifaire, sur un budget. Donc c'est parfois à ce moment-là, je trouve que le rendez-vous physique me manque un peu. Mm. Mais et surtout quand l'autre n'allume pas sa caméra pour le coup, parce que Ouais. tout ce qui est expression non verbale, Mm. là, tu le ressens plus. Mm. C'est le seul petit point. En général, d'ailleurs, on dit que le téléphone, tu négocies pas au téléphone, tu ne signes pas un contrat par téléphone. Le téléphone arrive en prémisse. Ah, en général, non. Ah, ouais, c'est pas mon expérience personnelle, mais ça, c'est autre chose. Ah, tu as signé au téléphone, toi? Tu as Ah, ben accepté des moi, contrats avec ah oui, engagement oui. Oui, oui. Ah, Mais moi, d'accord. je suis un fou furieux, hein. Moi, j'ai fait 20 ans d'enquête téléphonique. J'étais enquêteur à Ipsos jusqu'à être PDG d'une boîte de sondage. Donc, si tu veux le téléphone, j'en ai Oui, mangé exact. pendant des années. C'est un truc que j'adore dessus. Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins maintenant sur du cold calling. Et donc, c'est intéressant justement parce qu'on est en complément sur ces approches-là. Moi, je ne fais pas du tout de cold calling, pardon. Nous, on est beaucoup plus sur l'approche, et on va en parler, je pense, parce que là, je vais enchaîner sur 2 choses après sur nos sujets, sur le fait de faire du call d'email et ensuite, Ouais. effectivement, de faire du call.
mais ce n'est pas du call calling. Pour moi, c'est vraiment du call, même si tu n'as pas déjà eu la personne au téléphone. La limite est toujours un petit peu ténue. Mais d'ailleurs, quelle est ta définition, Denis, de ça? Parce qu'on me pose beaucoup la question, la différence entre du call calling, qu'est-ce qu'on entend par là? Pourquoi il y en a un qui est froid et l'autre qui serait potentiellement chaud? Comment tu distingues les deux? Moi, ma définition, enfin, telle que je l'imagine, hein, call calling ou call d'email, c'est quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec toi. Donc, c'est vraiment le premier niveau. Donc, quand tu envoies un email de call email, c'est le premier email que tu envoies, la personne ne t'a jamais connu, elle ne s'est pas inscrite à un webinaire, elle ne s'est pas inscrite sur un livre blanc, etc. C'est vraiment, tu vas faire de la prospection outbound pure. Et c'est pareil, le call calling pour moi, c'est en gros, tu as réussi à avoir le numéro de téléphone de la personne et tu vas faire le premier appel. Et c'est un premier appel de découverte. Ce n'est pas quelqu'un qui, pour moi, quelqu'un qui a téléchargé un livre blanc que tu appelles derrière, ce n'est pas du call calling. C'est du call de qualif que tu fais faire par des SDR ou des sales. Mais pour moi, c'est vraiment le premier niveau. C'est la prospection pure et dure, quoi. Dessus. On a la même du coup, avec un vieux numéro de standard pour la plupart du temps. Ouais. Tiens, justement, ça me permet de rebondir un petit peu sur la data dans le CRM, parce qu'il y a deux choses dont on parlait, c'est le fait de faire les comptes rendus, le fait d'avoir, il y a quelqu'un qui précisait justement de mettre sur Salesforce, dans le chatter de Salesforce, effectivement, tu peux mettre des champs dessus. Après, le band, je pense que personnellement, je trouve que c'est pas un truc très suffisant, mais Isofa, oui, si je ne me trompe pas sur le prénom, effectivement, l'aspect contact, c'est exactement ce que j'évoquais comme élément où tu peux modéliser ça. Donc, tu as tout cet aspect-là. Tu as l'aspect, effectivement, si tu as des solutions comme Ringover, entre autres, de pouvoir avoir tout l'historique des appels, de relance, à quel moment tu dois, tout est bien enregistré, tout stocké, tu peux faire tes stats et analyser, et puis faire des campagnes. Et il y a un autre point qui est important, c'est la donnée en fait que tu as dans ton CRM. Et la donnée dans le CRM, pour moi, elle est fondamentale, et c'est là où est l'enjeu de Drop Contact. C'est justement que tes sales passent moins de temps. Tu vois, moi, j'avais bien aimé une étude de 2018 qu'avait fait HubSpot sur 6200 personnes. Et en fait, ce qu'ils avaient analysé, c'est qu'en gros, les commerciaux, que ce soit Inside, BDR, SDR ou Sales, en fait, se rendaient compte qu'ils passaient beaucoup de temps à travailler des fiches. Et travailler des fiches, je veux prendre des use cases vraiment très classiques qu'on vit tous. C'est l'information est mal rentrée, donc tu as une inversion du prénom et du nom. Donc, si tu as une inversion du prénom et du nom dans ton CRM, le problème, c'est que tu vas la entre guillemets, trimballer tout le temps. Donc, dès que tu vas vouloir envoyer un email, du coup, tu vas dire bonjour Cohen ou bonjour Monsieur Denis. Et donc, déjà, ta première ligne, tu as tué ton message et ton email. De la même manière qu'il y a un exemple, hein, on a tous dans nos boîtes mail une foultitude d'informations qu'on n'exploite pas. Par exemple, les numéros de téléphone mobile des gens qui ont répondu à nos emails ou qui ont juste envoyé des messages d'absence. Et là, quand tu es dans une boîte, par exemple, Head of Sales, tu vas un peu te battre pour essayer qu'à chaque fois, on fasse un copier-coller du numéro de téléphone mobile ou du téléphone fixe pour la mettre dans le CRM. Parce qu'en fait, cette valeur-là, elle est hyper importante pour tout le reste derrière. C'est-à-dire que si tu as reçu un email de quelqu'un qui t'indique qu'il est absent et que tu as eu le réflexe de prendre le numéro de mobile, de le mettre dans le CRM, pour toi, derrière, avec Ringover et les équipes sales, du coup, tu gagnes un temps de ouf parce que tu as directement le numéro de mobile de la personne et tu peux le contacter. Et donc, c'est extrêmement important. La difficulté de ça, c'est que c'est des tâches qui sont extrêmement laborieuses, qui sont pénibles, sur lesquelles, quand on les fait soi-même, c'est beaucoup de copier-coller et on va le dire, hein, clairement, c'est une purge. Et ça prend comment il disait, du temps de cerveau, voilà. Ça prend du temps de cerveau sur des choses comme ceci. Et c'est là où, entre autres, Drop Contact intervient. Et je vais moi-même faire aussi un petit partage d'écran, si j'arrive à trouver. Tu es sur quel CRM, toi? Tu es sur Pipedrive? Ouais, c'est ça. Nous, on est sur Pipedrive. Donc, c'est bien parce que comme ça, tu vois, on fait un peu sur Salesforce. Donc, nous, on n'utilise pas Drive. Bon, ça t'est grossi avec Pipedrive. C'est un très bon CRM pour le coup. Hop, alors. Orienté sales aussi. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. OK. Donc là, c'est assez gros, Pauline? Je vois pas grand-chose, non, effectivement. Enfin, je vois ajouter une personne, mais c'est un peu loin. Tu as pris tout l'écran? Oui, voilà, parfait. OK. Donc là, dans Pipedrive, là, je fais un exemple en disant, voilà, je vais ajouter une personne, donc de manière unique. On peut le faire soit en ajoutant une personne, soit en important des personnes, soit en ayant des workflows automatisés. Ça revient exactement à la même chose, c'est-à-dire que Drop Contact va faire le même travail. Et donc là, j'ai simplement mis Paris-Maxime. Comme je suis un peu rapide, je me suis trompé sur mes touches majuscules, minuscules. Et puis d'ailleurs, j'ai vraiment inversé ça. Et j'ai même inversé le prénom et le nom. Et j'ai mis l'organisation ma 10 dev. Voilà, c'est la boîte. Donc j'ai juste mis 3 informations, hein, le prénom, le nom
et la société. Et à partir de là, quand je vais cliquer sur enregistrer, alors il faut que je réduise un petit peu, ce qui va se passer à l'écran, en fait, c'est exclusivement Drop Contact qui fait tout le travail en direct. Donc là, je crée la fiche et on va voir la fiche ici qui va se traiter automatiquement et s'enrichir. Donc ça prend un tout petit peu de temps, le temps que ça tourne. On va rafraîchir. Voilà. Donc en fait, c'est ma fiche elle est encore en train d'être traitée. Donc on voit que le Maxime Paris, il a été corrigé, il a été mis dans le bon sens. Au niveau de l'orthographe, c'est bien présenté. Donc ça va me permettre de faire des emails du coup beaucoup plus faciles. Comme le prénom c'est Maxime, Drop Contact a rajouté que c'était monsieur, ce qui va me permettre d'accorder mon message, de faire de l'hyper-personnalisation. En même temps, vous voyez, ça continue. Hein. On a trouvé directement le profil LinkedIn, donc je n'ai pas besoin d'aller ouvrir un onglet, de taper Maxime, Paris, de faire une recherche, de cliquer, de copier-coller. C'est directement fait, donc je gagne un temps qui est extrêmement important parce qu'en tant que sales, par définition, avant de passer n'importe quel appel, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait en interne, systématiquement, on regarde la fiche LinkedIn de la personne. Drop Contact est allé me récupérer ici, dans Standard, le numéro de téléphone soit qui est sur Internet, en l'occurrence dans plutôt Google My Business, ou directement sur le site web de l'entreprise. Donc, tu as le numéro de standard qui s'est affiché. Dans son cas, c'est un numéro de mobile. Le numéro de téléphone ici, avec le 07, c'est un numéro de téléphone de Maxime Paris qu'on a récupéré dans le use case que j'évoquais, c'est-à-dire dans un email que Maxime Paris a envoyé chez Drop Contact. Donc, automatiquement, Drop Contact est allé récupérer l'information et l'a complétée dans la fiche. Donc, la fiche est complétée seule. On a aussi enrichi automatiquement les numéros, les adresses email nominatives pro. Et donc, ça, c'est une très grosse force qu'on a, d'être capable d'enrichir en adresses email qui sont validées. Et si je reprends sur la société, bien, on a rajouté le site web, le profil LinkedIn de la société. On a trouvé le numéro de sirène pour les boîtes françaises, on ajoute le numéro de sirène, l'adresse du siège social, le nombre de salariés, le secteur d'activité, le code NAF, le numéro de TVA intracommunautaire et s'il avait publié, le dernier chiffre d'affaires publié, le dernier résultat publié. Et tout ça, c'est fait complètement automatiquement. Je vous rappelle que j'ai juste rentré 3 informations. Et là, on va plus loin encore, parce que ce n'est pas fini. C'est qu'en fait, Drop Contact a supprimé cette fiche. Plus exactement, il a détecté qu'il y avait un doublon de manière certaine. Et donc, il a fait une fusion pour que je n'ai qu'un seul Maxime Paris. Donc, en fait, toutes mes informations, que ce soit de l'entreprise ou de la personne, ont été consolidées. Donc là, dans une autre fiche, j'avais la photo de Maxime Paris, ça a été consolidé. J'ai d'autres informations, tout ça a été entièrement consolidé automatiquement. Voilà, en fait, on voit tout de suite le gros avantage, c'est qu'en direct, tout s'est fait automatiquement sans que j'ai rien. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps énorme, effectivement. Donc, du coup, ça veut dire qu'il détecte les doublons et qu'il fusionne, du coup, toutes les informations qu'il y avait dans le profil A versus le profil B. Ouais, alors en fait, ça va même très loin parce que en fait, la vraie clé sur de la data dans un CRM, c'est de réussir à trouver les doublons. Et quand on voit aujourd'hui les différentes solutions, ça détecte les doublons si tu as exactement le même adresse email pro ou si tu as le même numéro de téléphone mobile ou sinon tout le reste, ça va te suggérer. Ça veut dire, tiens, j'ai Denis Cohen, est-ce que je les fusionne? C'est ce que font aujourd'hui les CRM et les différentes applications. Du coup, tu dois faire ce travail à un moment donné manuellement. Sauf que le problème, c'est que personne ne le fait manuellement. Alors, plus exactement, j'avais un exemple j'aime bien celui-là, c'était un directeur commercial qui avait fait ça, un head of sales. En fait, ce qu'il faisait, ils n'avaient pas de Drop Contact à l'époque, c'est qu'en gros, le commercial qui avait les moins bons résultats dans la semaine, c'est lui qui, le vendredi après-midi, allait fusionner les doublons. Donc, il y a une sorte de purge, de punition comme ça. Ah, mais ne nous en parle pas. Nous, on a ça en interne aussi. On a carrément un Slack dédié où justement, il y a des gens qui, H24, fusionnent, dédoublonnent, suppriment des contacts par rapport à un autre. Donc, tu as raison, c'est un vrai gain de temps. Et ces informations-là, elles sont piochées où, du coup? Quelle est ta source? En fait, toutes les informations de société, c'est open source. Donc, elles sont aujourd'hui disponibles. Ce qui veut dire que tu vois, la commercialisation de données, par exemple, peu importe, d'Infogreffe ou de société.com, aujourd'hui, c'est tout à fait accessible. Avec un petit peu de code, tu arrives à récupérer les données. Donc, l'élément, c'est que c'est de la valeur qui est viable. Deuxième élément, c'est de la valeur qui est gratuite. Et il y aura de plus en plus de valeur et d'enrichissement. Par exemple, le nombre de salariés, aujourd'hui, c'est une donnée qui est annuelle. Sauf que la loi a changé depuis 2019 et que les entreprises maintenant font des déclarations mensuelles du nombre de salariés. Et bientôt, on devrait obtenir, je pense d'ici un an et demi, on devrait réussir à obtenir en open source le nombre de salariés par mois d'une entreprise.
c'est un super indicateur parce que si tu as une entreprise, tu vois que le nombre de salariés réels augmente tous les mois, bah, tu sais que c'est une boîte en pleine croissance. Si ça diminue, bah, tu peux te rendre compte qu'il y a des éléments. Mais en tout cas, pour moi, c'est un système d'alerte qui est très pertinent dessus. Donc ça, c'est pour les données d'entreprise. Il y a un gros point de difficulté, c'est à partir du nom d'une entreprise de trouver le bon domaine. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel nous, on a bossé. On est plutôt très bien, mais on a encore vraiment de la marge de manœuvre là-dessus. On est en R&D pour améliorer ça. Et trouver le bon numéro de sirène. C'est aussi très compliqué de trouver le bon numéro de sirène d'une entreprise. Une fois que tu as le numéro de sirène, en tout cas pour la France, tu as toutes les informations. Et nous, l'année prochaine, on sera sur la même chose, mais sur l'ensemble des pays du monde entier, au niveau de l'enrichissement des datas de données fiscales, nombre de salariés, secteur d'activité. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien, Drop Contact, sur toutes les boîtes pour te trouver le site web et pour te trouver le profil LinkedIn de la boîte. Et ce qui est intéressant, c'est le secteur d'activité. Parce que tu sais, nous, on doit le saisir manuellement aujourd'hui. Et donc, du coup, effectivement, on a nous-mêmes créé nos propres champs. Je pense que c'est le cas de bon nombre d'entre nous. À un moment donné, dans la configuration de ton CRM, que ce soit Salesforce ou autre, tu vas ajouter des champs, donc des activités, des secteurs d'activité. Et effectivement, je me rends compte que comme par hasard, l'agriculture, en l'occurrence, qui est le premier de la liste, parce que forcément, il commence par un A, eh ben, il y en a beaucoup qui, du coup, viennent de l'agriculture. Alors que pas forcément, mais comme c'est aujourd'hui, on va dire, un élément bloquant, manuel et bloquant pour passer à l'étape d'après, et ben, on a beaucoup de sales qui parfois, dépités par la charge de travail et par les objectifs, parce que nous, on est sur des objectifs mensuels aussi, donc forcément, faut y aller. Et ben, du coup, ils saisissent le premier pour saisir quelque chose. Toi, le secteur d'activité, c'est très intéressant. Vous avez quoi, une liste? Et vous choisissez comment il fait la classification des secteurs d'activité? En fait, la classification, c'est la classification officielle, c'est celle En fait, tu avais ce qu'on appelait le code APE avant, qui a évolué, qui s'appelait le code NAF et maintenant le code NAF 2. Et en fait, ça te classifie toutes les entreprises. C'est-à-dire que quand tu crées une entreprise, quelle qu'elle soit, tu vas avoir une classification qui va être faite par l'INSEE. Et on a en France la force d'avoir une boîte comme l'INSEE qui va classifier ton entreprise dans une catégorie. Donc, si par exemple, tu es dans les catégories 6, ça va être service aux entreprises. Donc voilà, il y a tout un niveau des codes NAF et avoir une assez bonne compréhension du code NAF, NAF 2, c'est une source qui est incroyable parce que tu peux faire plein de choses. Je vais te donner un exemple, je fais une petite digression. Par exemple, tu vas regarder tes meilleurs clients, quels sont tes clients les plus intéressants. Et à partir du moment donné où tu as les codes NAF, tu peux aller chercher sur un site qui s'appelle Sirène, qui est un site qui est officiel. Tu peux dire, ben voilà, je cherche toutes les entreprises qui ont entre tant et tant de salariés dans telle région et toute la liste de ces codes NAF. D'accord? Tu cliques sur un bouton, ça va te faire le calcul. Tu cliques sur un autre bouton, ça va te télécharger l'intégralité des entreprises qui sont dans tes cibles. Et donc, tu as l'exhaustivité, parce que là, c'est la base exhaustive de Sirène, de toutes les entreprises et donc de tout ton potentiel sur ce secteur-là. Donc, ça, c'est très bien, effectivement, pour alimenter ton CRM en termes de cibles, si tu veux faire de l'ABM, de la compte-based marketing ou d'autres approches, de faire de l'hyper-ciblage, en fait, au-dessus. Voilà, c'était une petite parenthèse. En fait, nous, les données, ces données-là, elles dépendent vraiment de ton numéro de sirène. Tu as un numéro de sirène, tu as forcément un code NAF derrière. Dessus. Après, tu peux faire des regroupements parce que le code NAF, il est sur 4-5 positions, donc tu as 4 chiffres et une lettre. Et plus tu es proche du premier chiffre dessus, plus c'est large. Donc, le code 1, ça va être tout ce qui est agriculture. Si tu fais 11 ou 111, bah, tu rentres de plus en plus de précision. Donc ça, pour les données d'entreprise, la vraie difficulté, c'est de trouver le site web, trouver le numéro de sirène. Donc ça, c'est ce que fait Drop Contact et le reste, c'est de l'open source qu'on alimente. On crée, quand tu lances en fait Drop Contact, ça va créer automatiquement tous les champs que tu évoquais. Tous les champs qu'on a vus là à l'écran, en fait, sont faits automatiquement par Drop Contact, donc il n'y a pas besoin d'une intervention d'un intégrateur ou de quelqu'un manuellement pour le faire. J'avais une petite question juste, Denis, pour revenir justement sur ces fameux, tu sais, quand ils détectent un doublon, ils synchronisent. Moi, je sais que par exemple sur Salesforce, aujourd'hui, un compte appartient à un sales, un business développeur. Aujourd'hui, il y a un compte qui lui a été attribué ou historiquement, en tout cas, il est propriétaire de ce compte. Comment est-ce que tu gères cette nouvelle attribution potentielle parce que tu as un sales qui lui aussi va, entre guillemets, avoir le même contact pour éviter justement qu'à un moment donné, il y ait confrontation? En fait, c'est le plus ancien. C'est le plus ancien. C'est le plus ancien. Ce sont des choses dans les évolutions qu'on est en train de faire sur Drop Contact, on va pouvoir mettre 2-3 règles comme ceci, selon les sociétés, mais la logique, c'est que c'est le plus ancien, c'est-à-dire celui qui a eu le lead en premier. D'accord. Qui reste propriétaire. Les propriétaires. Et donc, pour répondre à ta question sur
Sur les contacts, en fait, on a une grosse particularité dont on reprendra le point à la fin, c'est que toutes les boîtes qui te permettent de faire de l'enrichissement ou de l'achat de leads, et même en B2B, ont une problématique, enfin ont deux problématiques. La première problématique, c'est qu'une base de données, aujourd'hui, elle devient très vite obsolète. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, au bout d'un an, tu avais 10% de ta base qui avait bougé parce que les gens avaient changé de boîte, partis à la retraite, etc. 2021, tu es plutôt sur des chiffres de 25 à 33% ou qui changent dans l'année. Et on C'est parle énorme. du Covid. Et donc, c'est vraiment énorme. Et si tu regardes même dans tes équipes, si tu prends il y a 4 ans, bah, tu vas voir que, toi, il y a 4 ans, je ne suis pas sûr que tu étais chez Ringover. Tu vas voir qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mouvements. Donc, il y a une obsolescence de la base de données qu'utilisent les entreprises d'enrichissement et de vente de leads qui est confrontée à ce problème-là. Le deuxième problème qu'ils ont, c'est que la mise à jour est plus compliquée à faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 10 ans, tu passes un coup de fil à un standard, tu avais les informations et tu pouvais qualifier en téléphonant, ce n'était pas très compliqué. On arrivait à joindre les gens. Maintenant, tu as quand même beaucoup moins de standards. Les gens ne répondent plus, tu as les boîtes vocales, tout le monde est sur mobile. Donc, ça devient très, très compliqué, très coûteux de mettre à jour. Et puis, tu as un autre élément, le troisième, qui est effectivement la RGPD, qui est le fait de prendre des données de personnes, même en B2B, et de les mettre dans une base de données. Tu n'es pas autorisé à les revendre, sauf si la personne a accepté la revente ou la cession de ces données. Et donc, personne n'accepte la revente et la cession de ces données. Donc, c'est un mouvement qui prendra des mois et des années parce que c'est quand même une vraie, vraie révolution dans le domaine. Mais aujourd'hui, on voit bien que la donnée personnelle, et même B2B, est devenue extrêmement sensible. Et Drop Contact a une particularité, c'est qu'on n'a pas de base de données contact. Donc, on n'a pas l'obsolescence des datas et on n'a pas non plus la problématique de la RGPD parce qu'en fait, on travaille par algorithmie et on a des tests, on a des serveurs de tests pour valider des emails. Donc, on a nos propres approches là-dessus et on le fait en temps réel. Donc, au moment donné où on recherche l'adresse de Maxime Paris, là, tel que je l'ai fait, on l'a cherché à l'instant T et donc son adresse est valable à l'instant T. Donc, il est encore dans la boîte dessus. Donc, voilà pour cette approche. Et sur la détection des doublons, pour finir, 2-3 mots sur Drop Contact, sur la détection des doublons, pour les gens qui sont sur Salesforce, tu as le grand classique, c'est tu as quelqu'un où tu as une fiche complète avec son adresse email pro, ses coordonnées, etc. Et ton commercial a envoyé une proposition, tu es en cours de négociation, ok, super. Et la personne va télécharger un livre blanc. Et va rentrer, comme beaucoup de gens, une adresse email perso, un type Gmail, un grand classique. Et du coup, la personne va rentrer dans ton funnel en tant que piste ou lead dessus. Donc, tu as deux fiches en fait qui existent dans ton CRM. Soit tu vas avoir un système de nurturing avancé qui va commencer à le réengager, mais comme quelqu'un de tout à fait nouveau, pas qualifié, etc., alors qu'il a été déjà en cours de négociation. Soit tu vas avoir un SDR qui va l'appeler pour requalifier la fiche. Donc, en fait, tu fais un double travail. Particularité de Drop Contact, c'est que même s'il n'y a aucun champ commun entre les deux fiches, donc il y a un email perso, un email pro, et il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, peu importe, en fait, Drop Contact a une capacité de détecter que c'est la même personne et va automatiquement convertir ta fiche, ta piste en contact et fusionner les deux. Ce qui veut dire que le commercial, qui est toujours propriétaire, lui, il est prioritaire pour le coup, le honneur du contact va être prioritaire, eh bien, il va avoir dans sa fiche de la personne l'adresse email perso en plus qui va s'ajouter. Et il va même voir en fait une campagne, si tu l'as bien mis dans Salesforce, il va voir la campagne et dire, ah bah tiens, mon prospect qui était avec qui j'étais en train de négocier, il vient de télécharger un livre blanc. Donc c'est super intéressant comme information pour le call et avancer dessus. Voilà, donc tout ça, c'est fait automatiquement, directement dans Drop Contact. C'est pour en parler un tout petit peu dessus, sur la qualité des données et sur la manière dont on enrichit, et puis surtout le temps gagné. Parce que, indéniablement, si tu comptes 1 heure par jour par commerciaux, bah, je fais simple, je dis 1 heure par jour, donc ça fait 5 jours, donc ça fait 20 heures. Ouais, tu gagnes. 20 heures par mois, bah, tu as c'est presque un CDI, quoi. Si tu as 4 commerciaux, tu as quasiment fait ton bouclage d'un commercial en plus. En fait, ce que ça fait, c'est qu'il y a plusieurs axes qui sont extrêmement intéressants au niveau de la force commerciale dans ce cas-là. C'est tu as quasiment 3 jours pleins de temps qui est récupéré. Donc oui, c'est une économie, c'est sûr, mais surtout le gros avantage, c'est que tu as 3 jours où les gens ne passent pas du temps à faire ça, mais en fait à faire des ventes. Donc ils augmentent mathématiquement leur vente mensuelle. Chaque commercial va augmenter, puisqu'il est focus sur ce business de vente, il va augmenter forcément les ventes. Et quand on a mis un petit simulateur d'ailleurs, si vous voulez aller regarder sur notre site web, tout en bas à droite dans le footer, vous allez voir, il y a un petit simulateur où tu mets ton nombre de commerciaux, tu mets ton chiffre d'affaires moyen d'une vente et tu vas voir un petit peu finalement ce que tu peux augmenter comme chiffre d'affaires mensuel. Puis le deuxième élément aussi qui est extrêmement pertinent, c'est aussi la motivation des commerciaux. C'est-à-dire que par définition,
quand tu donnes des objectifs, et tu en parlais tout à l'heure des objectifs qui sont forts à tes commerciaux, et qu'au milieu de ça, ils ont quand même des tâches qui sont des tâches induites, qui se font de la friction à côté, mais qui sont obligés de faire. Administrative presque. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, du coup, c'est pas super motivant et Non. c'est pas évident. À partir du moment donné où tu les enlèves et tu leur donnes en fait la possibilité d'être focus sur ce qu'ils kiffent le plus, c'est-à-dire la vente, le close, l'entretien, bah, tout ça fait une dynamique qui est assez cool. Exactement. Denis, il nous reste quelques Ouais, minutes. Je voudrais juste répondre à trois petites questions que vas-y. j'ai vues en tout cas concernant Ringover et après je te propose sinon d'enchaîner sur le call mailing. Ça va Ouais. peut-être intéresser ton expérience, le contenu Mhm. des mailings parce que bah, du coup j'ai une question en lien avec ça Ouais. de Benjamin justement. Lui, il me disait qu'il pense que la prospection téléphonique semble dépassée puisqu'aujourd'hui effectivement on parle plus de cold emailing, de LinkedIn, etc. Alors sachez déjà que Ringover pour le coup c'est pas uniquement pour passer des appels sortants. Hein. On revoit aujourd'hui, on simplifie votre téléphonie d'entreprise, donc c'est aussi pour les appels entrants. C'est ça l'intérêt aujourd'hui pour des services clients, pour des services support, pour apporter justement de la qualité, en tout cas d'améliorer le service client que vous proposez au sein de votre entreprise, puisque du coup, il y a la fameuse remontée des fiches, il y a l'enregistrement des appels, donc il y a une hyper-personnalisation dans l'appel et l'arrivée des prospects. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, on en reparlera, j'ai besoin de toi aussi, Denis, parce que on voit que de plus en plus, on est sollicité sur LinkedIn, même moi, hein, à titre professionnel, et je réponds pas toujours. Et Ouais. j'avoue qu'aujourd'hui, un contenu différent ou un contenu différenciant pourrait me faire changer, mais là, je reçois de plus en plus d'emailing pro, orienté pro. Pareil pour LinkedIn. Donc, j'accepte, moi, les invitations. En plus, je suis plutôt de bonne composition. Mais comment est-ce que demain, on arrive à faire de vraies accroches et à susciter l'intérêt via LinkedIn? Donc, ça, c'est un point que j'aimerais qu'on aborde. Je réponds à Riyad qui me dit quel est votre point fort par rapport à Aircall. Donc en l'occurrence, effectivement, Aircall, c'est comme nos confrères, hein, puisqu'on est tous les deux, en tout cas sur la téléphonie VoIP. Notre point fort, je dirais qu'on est français, on a nos serveurs en France, on propose le double appel et la visioconférence, voilà, très rapidement. Yves Perret demandait effectivement si les remontées des logs et des SMS de Ringover, c'était sur des opportunités ou des comptes. Eh bien, Yves, c'est sur des contacts. Voilà, puisque je pense qu'on a une interaction avec un contact, avant même que ce soit avec une entreprise ou une opportunité. Donc, tout l'historique sera relié à un contact. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter un peu plus si vous en avez envie ou si vous avez des questions. Alors, ouais, pour reprendre, on va parler un tout petit peu effectivement des sujets qui est le call d'email. Pour moi, le call d'email, ça doit être en amont du call calling et je pense que la téléphonie est évidemment important et la visio sont évidemment importants parce qu'à un moment donné, l'objectif, c'est créer de la relation. C'est pas juste d'accepter quelqu'un dans son réseau LinkedIn et c'est vraiment le travail qu'on doit faire au niveau market et sales. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup d'outils de plus en plus et donc ça, les outils, c'est très, très bien. La preuve, hein, on en vend tous les deux. Mais il y a un point qui est souvent négligé, sur lequel moi, je n'arrête pas d'insister à chaque webinar et à chaque intervention de ma part, c'est vraiment le copywriting, c'est-à-dire écrire. Il faut vraiment passer du temps à réfléchir et pas prendre des templates. Vraiment arrêter de prendre des templates, arrêter même de les regarder. Réfléchir à votre produit, la valeur et le message que vous voulez faire passer. C'est extrêmement important. Si vous prenez des templates, vous allez faire le même template que tout le monde, donc vous n'allez pas vous différencier. Le but maintenant, c'est de se différencier. L'autre point qui est important, c'est qu'il ne faut pas faire de masse. C'est fini. On n'est plus à une époque de masse. On est vraiment à une époque de taux de conversion. Je prends un exemple. Sur notre site, on doit avoir quelque chose comme 10 000 visiteurs par mois. On a un taux de sign-up. Les taux de sign-up sur un site web, en général, c'est de l'ordre de 1 à 5% sur un site web B2B. Chez Drop Contact, notre taux de sign-up, c'est 20%. Donc, depuis plusieurs mois, on est à 20% et je pense qu'on va, là, ce qu'on en prépare, on va l'augmenter encore de quelques points. C'est ça qui est important. C'est qu'il faut qu'en fait. Et pourquoi, d'après toi? Pourquoi? Comment tu fais pour avoir justement ce ratio qui est si élevé? On ne va pas donner tous les secrets. Non, mais c'est le contenu, du coup. Ça veut dire qu'il est plus Ouais, interactif, il est ouais, différenciant, il y a moins de mots, il y a plus de vidéos. Enfin, je sais pas, parce qu'on se posait cette question, nous aussi, en interne. Est-ce qu'il faut pas envoyer à un moment donné une vidéo, juste une vidéo de nous, en mode coucou, hello, quand est-ce qu'on peut rentrer en contact? J'ai il y a un vraiment truc de la. qu'on fait, il y a un truc qu'on fait, Léa, notre sales senior, qui fonctionne vachement bien. Je dévoile un peu le truc, mais comme il y a pas mal de monde, je pense qu'il nous connaît. C'est en fait, c'est un GIF, c'est-à-dire que son visage dans sa signature est un GIF qui est très sympathique et qui donne envie, qui donne un côté très humain en fait. Tu vois, de mettre un visage, de mettre un GIF, un truc assez cool. Bah, t'as un petit sourire en fait quand tu le vois et qui te donne envie. Donc, tu es dans un aspect vraiment d'empathie en fait. C'est extrêmement important pour moi de fonctionner sur l'empathie et la curiosité. C'est vraiment des relais qui sont très très forts. Et donc, c'est de pouvoir contacter les gens par email
Et tu dois vraiment travailler pour que ton objet d'email soit bon. Donc, il éveille la curiosité pour que les gens ouvrent. Et ton message doit être simple, bien écrit et doit éveiller l'envie d'aller plus loin. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas laisser dans le temps. C'est-à-dire que si les personnes ne t'ont pas répondu, il faut que tu aies automatisé le fait d'envoyer 2, 3 relances, 4 relances, 5 relances. On appelle des séquences, du coup, des Ouais, séquences exactement. d'emails. Des séquences, Okay. ouais. Donc là, tu as différentes solutions. Tu as une solution française qui marche vachement bien en ce moment, qui est Lemlist, mais il y en a d'autres. Hein. Mais Lemlist, c'est vraiment une super solution pour envoyer du cold email. Souvent, ils sont synchronisés très, très bien avec des Pipedrive, HubSpot et Salesforce. Je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur Lemlist. Je dis pas ça parce que c'est des copains, mais c'est vraiment une super solution. Ils cartonnent de ouf. Et après, il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si quelqu'un n'a pas répondu à tes messages, bah, ça va être dans le temps que tu vas devoir le retravailler. Donc, 2, 3, 4 mois après, il faut que tu relances parce que lorsqu'on fait des ventes, en fait, lorsqu'on fait de la prospection, c'est toute une question de momentum. Il est rare, en fait, que tu contactes quelqu'un pile poil au moment donné où le mec dit « Waouh, c'est trop incroyable, tu m'appelles juste au moment où j'avais ce problème-là, où ma direction m'a dit de m'en occuper. » Mais en fait, la réalité n'est pas celle-ci. La réalité est évidemment beaucoup plus longue. Et c'est tout le travail que tu vas faire de rentrer l'information dans ton CRM, comme on disait, donc que ce soit avec Ringover, que ce soit à la main, que ce soit différentes informations. Parce qu'en fait, toute la qualité que tu mets, tout l'enrichissement que tu mets dans ton CRM va te permettre sur les mois, les semaines et les mois et les années à venir de closer parce que tu auras une bonne connaissance, tu auras une bonne relation et tu sauras appuyer sur les bons arguments qu'il faut avec ton client, en fait, ton prospect. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Combien la masse? Pas beaucoup. Et alors là, ça va beaucoup réduire parce que l'info qui sort depuis hier et depuis quelques jours, c'est que par exemple, les invitations sur LinkedIn vient de faire une grosse bascule. Et maintenant, eh bien, en fait, ça va passer sur tous les comptes, hein, c'est en cours, mais tu ne pourras envoyer que 100 invitations par semaine. Par sales. Donc, ça fait 20 par jour. Ouais, 20 par jour. Donc, 20 par jour, à la limite, tu vois, l'automatisation, tu vois, nous, on a fait les bascules hier, on a changé pas mal de choses. On est en train de préparer d'ailleurs un gros webinar sur ce sujet, sur les manières de travailler ça autrement. Mais je pense que ça va changer pas mal d'approches. Alors, c'est vrai que les invitations LinkedIn, quand c'est bien fait, avec un bon ciblage et sans trop de masse, bah, c'est vraiment bien. Ça peut très bien fonctionner. Nous, d'ailleurs, j'avais fait je ne sais plus, il y a 8 mois, j'avais fait un article sur le sujet en disant arrêtez d'envoyer des invitations LinkedIn à des gens que vous ne connaissez pas. Envoyez du cold email et au moment donné où les gens ont ouvert l'email, envoyez à ce moment-là l'invitation LinkedIn. Ça, nous, on l'a utilisé et on a plein de clients qui l'utilisent. Ça, c'est très cool et ça marche très bien. Sauf que maintenant, limité à 20 par jour, bah, le modèle va être obligé de changer. Et je pense qu'il y a pas mal de gens en fait qui ont abusé, comme souvent, hein, tu vois, C'est ça. Qui ont abusé. Et c'est vrai que moi, je recevais, et j'en parlais depuis un petit moment, de plus en plus d'invitations qui n'avaient pas de sens sur LinkedIn. Donc là, c'est un vrai sujet qui est en train de changer. Et ça va pousser tout le monde à réfléchir autrement, à être plus smart, plus ciblé, être moins dans la masse et dans le taux de conversion, en fait. Complètement. Ouais, tu as entièrement raison. Entièrement raison. Et c'est un vrai sujet. Oui, c'est tout nouveau, là. C'est tout chaud dessus. Et on prépare un event d'ici quelques semaines, d'ici 15 jours, je pense, on va pouvoir faire un event là-dessus. Et donc, quand tu parlais du contenu, ouais, vas-y. Et pendant ce temps-là, quand tu parlais effectivement du contenu aujourd'hui, comment se différencier, comment créer du lien, pour toutes les invitations que je reçois au quotidien ou des emails aussi qui sont souvent très promotionnels, très longs. Arrêtez de faire des emails hyper longs. Et en plus, quand on fait de l'automatisation, parfois on se trompe même dans l'intitulé, comme tu disais. Donc, parfois j'ai bonjour Brun au lieu de bonjour Pauline, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui passe plus, quoi. Tu vois, ça te fait même plus sourire. Donc ça, il faut faire attention, que ça soit pas trop promotionnel, que ça soit très orienté vers l'autre. Et puis encore une fois, comme tu disais, l'important, c'est d'avoir de l'information pour pouvoir à un moment donné coupler avec d'autres actions. Encore une fois, c'est ça qui est cool, c'est le cross-canal. Donc, je vais envoyer un email, je vais envoyer une invitation LinkedIn et puis je vais passer un coup de fil. Mais au moins, j'aurai quelque chose à raconter quand j'appelle, justement. C'est, Denis, je me permets de vous appeler parce que du coup, je vous ai quand même envoyé 2 invitations LinkedIn, je vous ai envoyé 2 emails. Il faut croire que mon contenu est pas très pertinent. À quel moment, du coup, vous pouvez échanger avec moi quelques minutes sur tel ou tel sujet? Donc, ça crée du contenu, ça crée du lien. Et moi, quelqu'un qui m'appelle en me disant, franchement, j'ai essayé de vous contacter plein de fois, je vous ai envoyé des mails et invitations LinkedIn et vous m'avez clairement ghosté. À quel moment on peut échanger? Bah, du coup, je serais beaucoup plus, on va dire sympa, quoi. Je vais lui dire oui. Ah oui, mais c'est exactement ce qu'on évoquait. Hein. C'est vraiment ces 2 relais pour moi. C'est l'empathie, le côté sympa. Donc l'empathie et la curiosité. Et puis souvent, moi, si j'ai une seule recommandation, enfin j'en ai 2. La recommandation sur les messages de cold email, parce que je vois qu'on arrive au bout de
de notre échange. C'est surtout de ne pas écouter les recommandations. Donc ça, c'est déjà le premier truc. Et quand je dis ça, je veux dire surtout de ne pas reprendre des templates. C'est bien d'en lire et de s'inspirer, pourquoi pas, de regarder, c'est pas mal. Mais à un moment donné, il faut juste arrêter et écrire ses propres éléments, parce qu'il n'y a personne d'autre qui sait mieux vendre votre produit que vous. Et le deuxième élément, c'est souvent quand on écrit un email, on l'écrit en tant qu'émetteur et non pas en tant que receveur. Et ça, c'est vraiment l'exercice qui est important, c'est de se mettre dans la peau. Alors, on le dit souvent, hein, mais on ne le fait jamais. C'est-à-dire qu'en fait, on dit oui, bah, je me suis mis dans la peau du receveur. Pas du tout. Il faut vraiment se mettre en receveur. Il faut l'envoyer à quelques personnes avant. Et il ne faut pas tout vouloir dire. C'est un call d'email ou un call. On veut créer la relation. On veut créer la relation. On veut récupérer quelques informations pour pouvoir le traiter dans la longueur, et d'où l'importance, et c'était le sujet de ce webinaire, c'était vraiment la qualité de la data au sens général dans votre CRM, parce que c'est ça qui fait la valeur de votre CRM, et c'est ça qui permet d'améliorer les clauses à un moment donné. Est-ce que tu voulais aborder peut-être un dernier petit point ou on arrête ? Écoutez, non, 1 heure de webinaire, c'est pas mal. En tout cas, on était ravis de vous avoir à nos côtés avec Denis, et on espère en tout cas vous avoir apporté quelques trucs et astuces pour justement améliorer cette fameuse data qui est capitale. Et comme tu le disais, c'est un point très important. C'est que tout ce qu'on plante aujourd'hui, les petites graines qu'on va semer, eh ben, on va récolter à un moment donné le fruit de notre travail. Et donc, on va dire, cette labeur de devoir saisir manuellement des informations ou plus manuellement grâce à Drop Contact, de pouvoir effectivement avoir nos enregistrements, nos logs, nos SMS, le click to call pour rapidement appeler, ça nous facilite la vie. Et tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, justement, et ce gain de temps-là va être payant plus tard. Donc, si vous êtes sales dans l'assemblée, si vous êtes manager des ventes ou autre, soyez beaucoup plus orienté consommateur. Et justement accompagner vos sales pour qu'ils soient beaucoup plus performants dans leur cœur de métier qui est la vente et non pas la saisie. Exactement. Petit dernier, pour donner un point, comme maintenant c'est 100 invitations par semaine, je vais vous recommander d'inviter Pauline et puis moi-même sur LinkedIn pour qu'on puisse effectivement, vous puissiez nous suivre parce qu'on fait pas mal de communication. De notre côté, nous on passe, je ne sais pas, on doit faire tous les 10 jours un article assez de fond sur des techniques, des astuces ou des réflexions et des approches en termes de marketing et de growth hacking au sens noble du terme growth hacking, parce que souvent il peut être dévoyé, mais vraiment on essaye vraiment de transmettre de la connaissance. Donc voilà, je vous laisse nous inviter, Denis Cohen. Par contre, on veut de l'originalité dans les demandes. Hein. On veut un contenu. Moi, je veux un contenu attractif et solaire. Bon, en tout cas, bon courage à tous. Passez une belle journée, un beau jeudi et à bientôt. Merci Pauline. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde.